Mais vous avez parlé à qui de ces agissements ? Les 6 premiers mois, personne. J'avais honte, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai voulu me dire qu'au bout d'un moment, il allait cesser. Moins je répondais, en fait, et plus ça l'excitait. Au bout d'1 an et demi, donc je fais ma visite à la médecine du travail. Et là, elle me dit 48 kilos, 7,6 de tension. Vous rentrez chez vous, je ne veux plus que vous rentriez à l'entreprise. Et là, donc, je craque. Et là, donc, je partais pour 6 mois d'arrêt. Enfin, je voyais que ça y est, je glissais. Bon. Et donc là, j'ai craqué et j'ai parlé. Et elle m'a dit, écoutez, moi, je vais me battre avec vous, mais il est hors de question que vous repreniez le travail. Comment vous allez aujourd'hui ? Je vais vous dire sincèrement, pas bien. C'est même pas être pas bien, c'est que je ne suis plus moi-même, en fait. Ouais. C'est-à-dire parler, mesdames, parler, c'est hyper important pour nous toutes. Préservez-vous parce que les dégâts sont conséquents. Ces messages-là m'ont détruite intérieurement. Tout me demande de l'effort, en fait. Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Jugeons la justice ! Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Épisode 10. Trouver du soutien à l'extérieur du travail. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les femmes ne trouvent pas souvent le soutien qu'elles sont en droit d'espérer là où elles travaillent. À la VFT, nous estimons qu'il est primordial de savoir qu'il existe également des relais externes que les victimes de violences sexuelles au travail peuvent saisir. D'abord, la médecine du travail. Toute structure employeuse, publique comme privée, a l'obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés. Soit il le fait lui-même et met en place un service de prévention et de santé, soit il délègue et adhère à ce qu'on appelle la médecine du travail. Dans les administrations, ce service s'appelle la médecine de prévention et c'est lui qui vérifie la compatibilité de votre état de santé avec les conditions de travail liées au poste que vous occupez. La médecine du travail et la médecine de prévention surveillent que la santé des travailleurs et des travailleuses ne soit pas altérée du fait de leur travail. Par exemple, quand vous êtes en burn-out à cause d'une surcharge de travail, quand votre matériel n'est pas adapté et provoque des problèmes de dos, ou tout problème de souffrance au travail. Ces services sont donc compétents pour accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce ne sont pas les mêmes médecins qui contrôlent les salariés malades ? Non, c'est un service différent qui peut vous contrôler en cas d'arrêt maladie ou d'incapacité de travail. Et encore un autre qui vérifie votre aptitude pour un emploi dans le public. Le médecin du travail ou de prévention peut être un relais important pour les victimes. On peut y avoir des conseils médicaux, y recevoir des diagnostics. Ça concerne aussi l'adaptation des missions et du poste, où on peut se faire reconnaître une inaptitude totale ou partielle. Ou encore, on peut recevoir une aide à la dénonciation des violences à l'employeur. La médecine du travail a un rôle strictement préventif, c'est-à-dire qu'elle n'est pas amenée à soigner un patient et ne peut faire aucune prescription, ni de médicaments, ni d'examen médical, ni établir aucun arrêt maladie. En revanche, ce service est soumis au secret médical. La médecine du travail ou de prévention ne peut pas communiquer à un employeur les informations de votre dossier. Pour pouvoir se tourner vers la médecine du travail, il faut comprendre comment la saisir. C'est plutôt simple et on vous explique comment ici. L'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail ou du service de prévention et de santé au travail compétent doivent être affichés par votre employeur. C'est obligatoire. Ce sont des informations qu'on peut trouver sur l'intranet, s'il y en a un dans l'entreprise. Ok, mais dans certains secteurs, c'est difficile de savoir à quelle médecine du travail on est rattaché. Pense au secteur du nettoyage ou sur les chantiers par exemple. L'information ne sera pas sur les sites d'intervention mais au siège. Y aller en demandant où sont ces affichages, c'est prendre le risque d'éveiller les soupçons, ça peut être dissuasif. C'est vrai, c'est pourquoi, lorsqu'on est travailleuse du privé, il est aussi possible de contacter la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, la DDETS, pour obtenir les coordonnées du médecin du travail que l'on peut contacter directement sans que l'employeur n'en soit informé. Les coordonnées sont accessibles sur Internet et selon le département de l'entreprise dans lequel on travaille. Dans le cas où l'employeur n'a pas déclaré les salariés à la médecine du travail, on peut se tourner vers ce service. En parlant de l'inspection du travail, c'est justement le deuxième relais dont on va parler. Il n'y a que les salariés de droit privé qui peuvent solliciter l'inspection du travail. Ce service n'est pas compétent pour les fonctionnaires, en dehors de quelques exceptions. L'inspection veille à la bonne application du droit du travail. Elle informe, conseille et contrôle l'application du droit du travail, notamment en matière de santé et de sécurité. Pour plus d'informations sur l'inspection du travail, vous pouvez retourner écouter la passionnante Caroline Moriot, inspectrice du travail, dans notre épisode 2. Et ça tombe bien parce qu'on va aussi la retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui.
Alors nous, à l'inspection du travail, donc on est en charge de contrôler l'application et le respect du droit du travail dans les entreprises. Donc à ce titre, on a certaines prérogatives. Donc on peut accéder à toute entreprise à n'importe quelle heure, sans avertissement préalable, donc sans prévenir l'employeur. Et donc dans le cadre des enquêtes harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination, on va avoir un droit d'accès à tout élément sur tout support. Mettons qu'une salariée vienne nous voir et nous demande une intervention parce qu'elle est victime de harcèlement sexuel. Déjà, rappeler quand même que l'obligation d'enquêter et de réagir en cas de saisine sur des faits de harcèlement sexuel ou moral, cette obligation-là, elle incombe à l'employeur. Si on enquête, on va se rendre sur place, on va demander à l'employeur ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a engagé une enquête interne, éventuellement sanctionner les agissements dénoncés. Et donc, s'il n'a rien fait, éventuellement, on va se substituer à l'employeur et effectuer nous-mêmes l'enquête. Et derrière, éventuellement, diligenter des suites pénales. En gros, voilà. Donc, nous, en fait, ça va plutôt être sur le champ pénal qu'on va avoir vocation à intervenir lorsqu'on est saisi par les salariés. Il y a aussi le défenseur des droits qui dispose de pouvoir d'enquête également auprès des employeurs. La défenseur des droits est dotée de plusieurs champs de compétences. Par exemple, elle peut intervenir lorsqu'un policier refuse de prendre la plainte ou maltraite la victime pendant le dépôt de plainte. La défenseur des droits est également compétente en ce qui concerne le droit des lanceurs et lanceuses d'alerte, un statut qui peut être mobilisé, entre autres, lorsqu'on dénonce des violences masculines. Et surtout, elle peut intervenir en matière de discrimination, donc en matière de violences sexistes et sexuelles au travail. Le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante. C'est une administration publique indépendante, ce qui signifie qu'elle ne reçoit aucune consigne, aucune instruction d'un ministère ou d'un gouvernement. C'est une autorité qui peut enquêter et prendre des positions de façon tout à fait libre. Eva Biotti, je suis juriste au sein du Défenseur des droits et je travaille particulièrement en matière d'emploi privé. Nina Ventura, donc moi je suis un peu le pendant d'Eva dans l'emploi public. La saisine du Défenseur des droits est à la fois très simple et gratuite. Donc les personnes peuvent se rendre sur le site du Défenseur des droits et remplir un formulaire en ligne. Elles peuvent aussi décider de faire un courrier et de nous adresser, si besoin, les pièces de leur dossier. Alors, la grille de lecture qui est utilisée en matière de violences sexistes et sexuelles est celle du droit de la non-discrimination. Celui-ci va prendre nécessairement en compte les rapports de domination, d'inégalité au profit des hommes, de sexisme également très prégnant dans la société et notamment aussi dans le monde du travail. Et pour le fonctionnement du Défenseur des droits, il y a environ 250 agents, juristes qui travaillent au siège de l'institution. Et puis, il y a un réseau dans chaque région. Et plus généralement, il y a 2 types d'actions qui sont menées par l'institution. La première action, c'est de promouvoir les droits et libertés. Et puis, le deuxième type d'action, c'est de traiter des situations individuelles par la médiation ou par des enquêtes, puisque le Défenseur des droits a des pouvoirs d'enquête et peut demander des informations, des explications à toute personne, employeur ou autre, qui serait mise en cause dans un dossier. Donc une personne qui estime avoir fait l'objet d'un traitement défavorable, par exemple au travail, à cause d'un critère de discrimination tel que le handicap, la grossesse, l'âge, le sexe, l'origine, il y a toute une liste de critères prévus par la loi, peut saisir le Défenseur des droits. Et c'est pour cela que la question du harcèlement sexuel au travail tombe sous la compétence de l'institution du Défenseur des droits, puisque le harcèlement sexuel au travail est une forme de discrimination. Afin d'étayer leurs enquêtes, les juristes de la Défenseur des droits peuvent être amenés à poser des questions à la médecine du travail, à l'inspection du travail ou même à des tiers. C'est important parce que les décisions prises par la Défenseur des droits vont parfois venir appuyer et compléter les procédures que les victimes de violences sexuelles au travail décident de faire. J'avais envie de vous présenter un dossier dans lequel les témoignages en direct ont permis en fait déjà de qualifier le harcèlement sexuel et de retenir la responsabilité de l'employeur devant le tribunal administratif.
La réclamante se plaignait de comportements de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, des propos obscènes de façon régulière à son égard, des gestes aussi à connotation sexuelle. Dans ce dossier-là, en fait, la réclamante n'avait pas de témoin direct. N'empêche qu'elle a pu produire un certain nombre d'attestations de collègues. Sur la base de ces attestations, en fait, à la fois le défenseur des droits, puis après le tribunal administratif a retenu la responsabilité de l'employeur et a condamné l'employeur à verser à la réclamante 10 000 € de dommages et intérêts, ce qui est assez important pour les juridictions administratives, suffisamment important pour le souligner. D'ailleurs, lorsque les juristes de la DDD enquêtent, ils et elles peuvent même aller chercher des pièces qu'on refuse initialement de donner aux victimes. Par exemple, on ne peut pas leur opposer le secret des affaires. Un dossier dans lequel on a également pris des observations en justice donc, du Conseil de prud'homme. Il s'agissait d'une salariée qui avait été victime de propos et de gestes à connotation sexiste et sexuelle. Il faut savoir qu'elle travaillait dans le domaine de l'électronique et ses collègues, par des blagues, l'encourageaient à travailler plutôt dans la cosmétique. Et puis il y a eu des gestes, l'un de la part d'un responsable dans l'entreprise. Cette salariée a eu le courage de signaler les faits à son employeur. Il y a donc eu une enquête interne qui a conclu toutefois à l'absence de tout harcèlement faute de preuves. Notre enquête à nous, celle du défenseur des droits, elle a pu nous permettre d'accéder au contenu de cette enquête interne de l'entreprise et de voir vraiment ce qui a été dit. Ça nous a permis de constater que certains des faits qui avaient été signalés par cette salariée ont été reconnus par leurs auteurs. Alors certes, de façon minimisée ou en disant que c'était de l'humour. Ça nous a permis donc de conclure qu'il y avait bien eu harcèlement sexuel et puis également un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité. Là également, comme dans le dossier présenté par Nina, le Conseil de prud'homme a suivi les observations du défenseur des droits et cette société a été condamnée en première instance et donc ça a donné lieu à une réparation financière assez importante. Lorsqu'une victime saisit l'une de ces structures, il est important de trouver un relais qui comprenne la réalité des violences sexuelles et des victimes qui les subissent, qui n'aura pas de biais sexiste, mais surtout qui saura analyser son faisceau d'indices. Il faut que ces structures comprennent les violences sexuelles, non pas comme un conflit entre deux individus, mais bien comme de la violence infligée et qui prend appui sur tout un tas de leviers inhérents au travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette compréhension systémique des violences sexistes et sexuelles faites par l'inspection du travail vient compléter la grille de lecture faite par les juristes de la défenseur des droits. C'est important que les médecins du travail déploient cette même analyse. Aujourd'hui, trop de médecins du travail se montrent frileux à l'idée de qualifier les violences dans les certificats médicaux. Or, les victimes ont besoin de pouvoir compter sur ce service comme un véritable relais en matière de lutte et d'accompagnement face aux violences sexistes et sexuelles au travail. Ces options et relais extérieurs représentent en effet des voies multiples dont les femmes peuvent se saisir simultanément. Lorsqu'ils sont défaillants, en raison d'un manque de formation, d'un manque de volonté, que l'on fait face à de la misogynie ou à des délais trop longs, il est important de pouvoir se reporter sur un autre relais, car ces structures se complètent entre elles. C'est pourquoi, à la VFT, nous militons quotidiennement pour que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la rupture du contrat de travail. Lorsque les employeurs ne respectent pas leurs obligations et que les victimes ne trouvent pas de soutien, elles envisagent de quitter leur emploi. Nous déplierons avec vous les options les plus judicieuses pour rompre un contrat en se protégeant au mieux. Merci de votre écoute.